Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Sonophore qui va s'occuper de la vélotypie, Jérôme Lefebvre qui travaille de temps en temps avec la FIRA notamment. Merci à lui. Il n'est pas présent avec nous, mais on va le remercier pour son travail. Et puis, l'équipe technique de Chute, qui porte bien son nom. Chut. Voilà, l'équipe technique de Chute qui a sonorisé cette journée et qui nous accompagne techniquement. Donc, merci à eux. Ah, ça fait du bien, un peu de calme. Ouf. Alors, je vais pouvoir redire tout ce que je vous ai dit, puisque vous n'avez pas forcément tout entendu. Mais non, n'oubliez pas juste de couper vos téléphones portables. Pour les personnes qui n'ont pas vu, juste un petit détail technique, vous avez des toilettes en sortant sur la gauche, si besoin. On va démarrer tout de suite et on va essayer d'avoir un rythme un peu soutenu, parce que vous avez remarqué normalement que cette journée est assez dense, et on va vous en dire un mot tout de suite. Et j'en profite aussi pour remercier, au nom de tous les partenaires qui organisent, de remercier la ville de Champfol pour le prêt de cette salle. Donc merci à eux. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la ville qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, on les remercie. Voilà. Et tout de suite, c'est avec Maëva Dotsu que nous allons ouvrir cette journée. Bonjour à tous. Je m'appelle Maëva Dotsu. Je suis votre maîtresse de cérémonie. Je vais co-animer cette journée avec Blandine Lacour. Bonjour Blandine. Et bonjour Maëva, et bonjour tout le monde. Ce n'est pas facile d'animer Ce n'est pas facile d'animer, mais d'être avec vous aujourd'hui, ça me rend fière. C'est important pour moi d'être là. Et pourquoi? Pourquoi c'est si important pour toi d'être là? Parce que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, en France, des enfants handicapés ne peuvent pas aller à l'école. Et ce n'est pas normal. Et ce constat que fait Maëva, très justement, eh bien, nous allons en discuter en commençant cette journée, après les prises de parole, par une première table ronde consacrée à l'état des lieux des politiques publiques en lien avec l'école inclusive et les apports de la recherche. Donc ça, nous en discuterons avec des intervenants. Et face à ce constat, justement, que fait Maëva, qui est un constat, alors pas d'échec, mais en tout cas de difficulté, tout n'est pas encore parfait, eh bien, en Eure-et-Loire, des partenaires, des professionnels ont décidé de faire l'expérience de l'école inclusive, de réaliser un test grandeur nature, sans trucage, dans les conditions du réel. Et cette expérience, eh bien, cette expérience, nous allons voir nous allons vous la raconter. Lors de la deuxième table ronde. Et oui, et ensuite, une équipe de recherche qui s'est penchée sur cette expérience va nous expliquer quelle étude a été menée, comment il et elle, en l'occurrence, ont observé cette expérience d'Eure-et-Loire pour ensuite développer une méthode spécifique et essayer d'analyser quelles sont les conditions de réussite, de transférabilité, on y reviendra, de cette expérience. Et l'après-midi, on verra les supports réalisés pour accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de l'école pour tous. Et enfin, eh bien, nous vous raconterons nous verrons avec les acteurs présents à nos côtés, comment consolider cette expérience, comment essaimer, comment partager dans d'autres territoires cette expérience. Pour que l'école pour tous ne soit pas une idée, mais une réalité, demain et partout. Voilà, et pour cela, nous invitons nos premiers intervenants à nous rejoindre sur scène. J'invite donc Philippe Ballet, Clara Debord, Thierry Bourg, Marie-Pierre Toubance et Étienne Pau, mais il sera présent avec nous en vidéo. Nous n'aurons pas la présence de M. Agresti, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Mais les intervenants de qualité que nous avons à nos côtés seront le remplacer. Alors, nous avons des micros pour tous les intervenants si vous le souhaitez. Si vous souhaitez vous mettre au pupitre, bien sûr, c'est aussi une possibilité. Clara, je crois qu'on va commencer avec vous. Allez-y. Et oui, ça fonctionne.
Bonjour à tous et toutes, je suis Clara Debord, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Je suis ravie d'être avec vous tous et toutes aujourd'hui dans cette belle journée pour parler de ce beau sujet de l'école inclusive et de l'école pour tous et toutes, pour tous les enfants de notre République. Je voudrais tout d'abord féliciter vraiment pour l'organisation de cette journée qui n'est que le témoignage, un nouveau témoignage d'un engagement particulièrement intense depuis 10 ans, pourrais-je dire, des équipes de ce département, dans ce département tout particulièrement, encore plus qu'ailleurs et à titre complètement exemplaire, en faveur de l'école inclusive. Et je voudrais souligner l'importance, moi aussi, de la recherche qui est conduite par la FIRA et l'équipe Évidence. Et je voudrais inscrire donc à mon tour les travaux de cette journée dans cette perspective de consolidation, tant au niveau départemental, régional que même national, des acquis à la fois de ce département et de ce que la recherche nous permet d'en comprendre pour garantir une meilleure duplication partout ailleurs. Donc je le disais, ça fait déjà ça fait 10 ans, puisque c'est depuis 2016 que l'Eure-et-Loire a engagé une transformation profonde de son offre médico-sociale pour répondre aux ambitions de l'école inclusive. Alors bien sûr, vous êtes mieux placé que moi pour savoir que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, même si au début on a peut-être été un petit peu naïf, mais c'était bien, ça a permis de démarrer. On a pu donc depuis 2016 engager la transformation des IME en DAM, en dispositif d'accompagnement médico-éducatif, pour permettre aux professionnels médico-sociaux d'intervenir directement dans les lieux de vie et de scolarisation des enfants, de tous les enfants. Cette transformation a reposé sur une conviction, ce n'est plus à l'enfant de s'adapter au système, mais c'est bien au système de s'adapter, d'aménager son environnement pour répondre aux besoins de l'enfant dans le collectif des enfants et dans le collectif de la communauté éducative. Cette ambition n'aurait jamais pu voir le jour sans un partenariat étroit entre l'ARS, l'Éducation nationale, l'AMDA, les organismes gestionnaires, les collectivités et bien sûr les familles. Le projet École pour tous ne consiste pas seulement à faire évoluer les établissements médico-sociaux, même si c'est notre responsabilité, ça vise vraiment beaucoup plus loin à une transformation globale de l'environnement scolaire et des modes de coopération entre nos institutions. L'enjeu n'est donc pas seulement l'accès à l'école, mais la participation pleine et entière de chaque enfant à la vie de sa classe, de son école et de son territoire. L'inclusion, c'est donc un projet collectif, un projet de société qui mobilise l'ensemble des acteurs autour de l'enfant. Et ce ne sera jamais plus une affaire de spécialistes. L'une des grandes forces de l'expérience de ce département, c'est d'avoir accepté d'être interrogé, analysé et évalué. Et si on a pu être un peu naïf au départ, on a pu aussi se professionnaliser et accepter d'être challengé, comme on dit maintenant. Grâce au travail qui est conduit par la FIRA et par leurs partenaires, nous disposons aujourd'hui d'enseignements très solides sur les conditions de réussite, on le disait juste avant que j'intervienne, d'une école réellement inclusive. Cette étude montre, et je ne veux pas tout spoiler bien sûr, que l'inclusion ne repose pas que sur des principes abstraits ou des principes d'ordre moral, pourrions-nous dire, mais véritablement sur des mécanismes concrets qui permettent aux enfants de se sentir en sécurité, d'appartenir pleinement à leur classe et de ne pas être faussement inclus en vérité, de comprendre les besoins de ces enfants, de s'engager dans les apprentissages, de participer à la vie sociale. Elle démontre aussi que quand les conditions sont réunies, les bénéfices sont nombreux et pas seulement pour cet enfant. Ce sont bien sûr pour l'enfant et pour tous des progrès dans les apprentissages, développer l'autonomie, une participation accrue avec les pairs, mais aussi le renforcement du pouvoir d'agir des familles et, in fine, l'amélioration du climat scolaire. L'étude nous invite donc à dépasser les débats qui ici sont déjà dépassés, parfois caricaturaux sur l'école inclusive. Parfois on ne reconnaît pas dans les débats qu'on entend éventuellement dans la presse ce que nous vivons ici concrètement dans nos écoles et sur le terrain. La question n'est pas de savoir si l'inclusion fonctionne ou non,
ou si c'est bien raisonnable, parce que j'entends encore ça parfois, hein. Mais vraiment, la question, c'est de savoir si nous sommes capables de réunir les conditions nécessaires à sa réussite sans violenter quiconque, puisque ce n'est pas ça le projet. Les conditions concernent l'organisation des services, la coopération entre les professionnels, la mobilisation des ressources et le pilotage territorial. La réussite repose moins sur l'action isolée d'un acteur convaincu que sur la qualité de l'articulation entre tous les acteurs parties prenantes au projet de vie de cet enfant. Pendant près de 10 ans, l'Eure-et-Loir a construit une expérience originale. Aujourd'hui, cette expérience devient une ressource pour d'autres territoires. Les outils Cap École constituent une avancée majeure car ils traduisent les résultats d'une recherche des résultats de la recherche en outils concrets, des outils accessibles et des outils directement mobilisables par les professionnels. Ils permettent d'accompagner les territoires qui souhaitent s'engager, les autres territoires, dans cette démarche et de soutenir la diffusion d'une culture commune de l'école inclusive. Et nous en avons la responsabilité dans la région Centre-Val de Loire, on en parlera cet après-midi, mais plus généralement, et je l'ai dit, sur l'ensemble du territoire national. Nos perspectives, c'est donc bien de poursuivre le soutien de la dynamique engagée dans ce département, d'en favoriser la diffusion régionale de tous ces enseignements, d'accompagner les coopérations, parce que c'est toujours à veiller, à travailler chaque jour entre l'éducation nationale, le secteur médico-social, les collectivités et les familles, et de contribuer à faire de notre région une région de référence en matière d'école inclusive. Je veux continuer avec vous les efforts auprès des professionnels et des autres lieux de vie, puisque bien entendu, l'inclusion ne doit pas s'arrêter le vendredi à 16h30. Je voudrais remercier vraiment tous les acteurs qui ont contribué à ces 10 ans de travail et aux 10 ans à venir, les professionnels de terrain qui font bouger le département au service des enfants et de leurs familles. Ils sont certainement très nombreux dans cet auditoire et je me réjouis de voir qu'il n'y a quasiment plus de place libre. Je voudrais vraiment remercier et souligner le plaisir que nous avons à travailler avec l'éducation nationale, même si parfois on n'est pas du tout sur les mêmes planètes. Ce travail nous a vraiment permis de mieux nous comprendre, nous aussi. Nous concevons, je crois, ensemble, nous pilotons plein de choses avec les professionnels, au plus près des familles et de leurs enfants au quotidien. Vraiment, l'école inclusive, c'est un magnifique projet qui nous a tous et toutes, je crois, vraiment rapprochés. Et ça, c'est vraiment très, très beau. Le Eure-et-Loir n'a donc pas seulement fait des transformations techniques d'IME en DAM, il a réussi à démontrer qu'un pilotage conjoint entre de grandes institutions, ARS, Éducation nationale notamment, pouvait se produire et pouvait produire une transformation systémique à l'échelle d'un département tout entier. Grâce à ce travail de recherche qui sera présenté aujourd'hui, une expérience est née dans ce petit département de Centre-Val de Loire pourra désormais devenir un bien commun au service de l'ensemble des territoires qui souhaitent faire progresser, comme nous, l'école inclusive. Merci à tous et toutes. Merci Clara. Je précise juste qu'on s'est mis un rehausseur. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, pardon. Mais du coup, c'était bien, vous voyez bien, mais je le précise pour Philippe ou Thierry. Je ne sais pas si vous le voulez ou pas. Certains politiques le demandent. Je ne sais pas si vous... Je le laisse alors. Voilà. On peut l'enlever si besoin. Allez, on vous verra mieux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je voudrais reprendre simplement les mots de notre maîtresse de cérémonie tout à l'heure, qui évoquait l'école inclusive et qui disait, en fait, nous sommes réunis pour faire vivre l'école pour tous. Et je pense que c'est vraiment une belle introduction qu'il nous a proposée. Donc, je suis, en tant que Philippe Ballet, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale. Et Madame la directrice régionale de l'ARS, je tiens à vous remercier, à vous dire que mon propos est évidemment totalement en adéquation avec le vôtre. Et je suis très heureux ce matin d'être à vos côtés pour ouvrir ce colloque au nom de Monsieur le recteur, et qui vous prie de l'excuser, mais il avait un empêchement de dernière minute
il avait prévu d'être avec nous ce matin. Et en son nom et à vos côtés, je suis vraiment très heureux et très fier de participer à ce moment et de donner le top départ des échanges ce matin. C'est un colloque qui me paraît essentiel pour nourrir la coopération actuelle entre l'éducation nationale et le médico-social, qui doit répondre à 3 urgences que nous percevons chaque jour. Tout d'abord, continuer et œuvrer pour mieux accompagner les élèves. Éviter aussi les ruptures de parcours, essentielles. Et puis apporter des réponses rapides et lisibles aux familles. Sortir d'une approche parfois un peu technique et un peu jargonneuse pour être vraiment en capacité d'être en contact direct et d'apporter le plus rapidement possible une réponse. L'enjeu actuel, j'en suis convaincu, n'est plus seulement de scolariser davantage. Nous avons œuvré les uns les autres, et dans ce département, vous l'évoquiez depuis 10 ans, dans l'ensemble des départements, nous avons œuvré pour faire que la loi de 2005 soit mise en œuvre et que les enfants puissent être accueillis à l'école et puissent être scolarisés, comme tout élève. Donc on pourrait se satisfaire effectivement de cette situation, et dans notre département, oui, moi je suis fier de constater que nous avons actuellement quelques 80 ULIS dans nos établissements. Nos 3954 élèves en situation de handicap à la rentrée 2025 sont effectivement scolarisés. Ils sont pour certains d'entre eux accompagnés par des AESH. Nous en avons à la rentrée près de 700. Donc les moyens ont été mobilisés, les dispositifs ont été mis en œuvre. Pour autant, l'enjeu actuel n'est plus simplement de scolariser davantage, mais de rendre les apprentissages réellement accessibles avec des appuis pédagogiques, éducatifs et médico-sociaux coordonnés. Je le mesure personnellement depuis une année dans le département d'Eure-et-Loir. Ce qui nous mobilise au-delà du constat positif des résultats de l'engagement collectif, c'est de faire vivre la dynamique initiée au travers de la transformation des IME en DAM, nos 8 DAM dans le département, ce qui en soi était déjà une avancée majeure, et puis la mise en place des PASS dans tout le département, dans 18 secteurs, et je mesure chaque jour à quel point il y a là une chance, une opportunité pour notre département, qui est un des 4 départements préfigurateurs au niveau national. Et en cela, manifestement, nous avons, en termes de structuration, d'outils à notre disposition, une avancée majeure. Toutefois, la réussite de l'école inclusive repose désormais, et vous l'avez souligné, sur la qualité du partenariat de terrain, la clarté des dispositifs et la capacité collective à agir tôt, sans rupture de parcours. C'est essentiel. Je le vois à travers les copiles que nous organisons autour des PASS. Ce qui est en jeu, ça n'est pas l'organisation. Les choses sont en place. C'est faire en sorte que nous puissions, en ayant conscience de nos cultures professionnelles qui sont différentes, et il ne s'agit pas de l'occulter, c'est une réalité, mais faire en sorte qu'à travers cet objet commun, nous puissions développer une culture commune, respectueuse des différences et favorisant le partage de compétences. Ce que j'appelle moi souvent, c'est un titre de langage, le croisement de regard et le croisement de compétences. Je crois que fondamentalement, c'est ce qui est en jeu actuellement. Donc c'est une histoire qui se poursuit, et la satisfaction en tant qu'inspecteur d'académie que je peux ressentir de voir l'ensemble de ces dispositifs fonctionner et bien fonctionner n'est pas suffisante. Ce qui importe, et je travaille étroitement avec les services de l'ARS au niveau départemental, c'est de faire vivre cette culture commune, une nouvelle culture, et c'est essentiel. Colloque essentiel, je le disais, qui nous permet de partager les travaux de recherche conduits qui sont exactement à la croisée de ces enjeux et qui démontrent que le collectif coopérant et solidaire est un socle majeur pour la scolarisation de tous les élèves.
La recherche a été conduite, sauf erreur de ma part, depuis 2023 dans notre département par la FIRA et l'équipe de recherche Évidence autour du dispositif École pour tous. Je tiens vraiment à les remercier, à rendre hommage au travail qui a été conduit. Ce travail de recherche, il est précieux. Il va nourrir notre réflexion et nos pratiques. 2 établissements scolaires ont servi de support aux travaux, l'année 2024-2025, l'école élémentaire de Voves et le collège Jean Moulin de Chartres. Les familles, les enseignants, les AESH, les personnels des dames intervenant dans ces établissements, les agents des collectivités territoriales et les acteurs institutionnels ont participé à cette recherche. Aujourd'hui, l'enjeu du colloque, et cela nous a été présenté rapidement, plusieurs objectifs. Tout d'abord, prendre connaissance des résultats de l'étude ainsi que des outils qui en découlent. Mesurer à travers ces résultats la pertinence des évolutions engagées pour favoriser la scolarisation des enfants en situation de handicap, en identifiant les leviers d'action communs à l'éducation nationale, au médico-social et aux collectivités. Cette notion de culture commune et d'outils partagés. Et puis enfin, partager une démarche qui met également en lumière les conditions nécessaires pour déployer ce modèle à l'échelle régionale et nationale. Vous le soulignez, Madame la directrice, nous sommes une sorte de laboratoire, d'une certaine manière. Et soyons fiers, en Eure-et-Loir, d'être justement, j'allais dire à la pointe, en tout cas, en situation de tester, d'innover et de créer. Et je crois que c'est en soi quelque chose qui peut nous mobiliser toutes et tous, encore une fois, quelles que soient nos missions, nos fonctions, nos institutions. C'est avoir ce projet commun au bénéfice des enfants et des familles. Pour conclure et lancer ce moment de croisement de regard, comme je le disais, sur les conditions de la réussite, permettez-moi d'affirmer une conviction que nous partageons, je le sais. La réussite de notre action ne dépend pas que des enseignants, que des professionnels de l'éducation nationale ou de ceux du médico-social, mais véritablement de l'articulation de l'ensemble du système. Donc, continuons à œuvrer ensemble en respectant nos identités respectives, nos compétences respectives. Continuons à œuvrer ensemble pour faire vivre pleinement cette école pour tous. Merci beaucoup, très beau colloque. Merci Philippe. On va donner la parole à Thierry Bourg dans un instant, mais juste avant cela, il y a Étienne Pau qui nous a envoyé une vidéo puisqu'il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et donc, on vous propose d'écouter le message d'Étienne Pau tout de suite avant de vous retrouver, Thierry. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je suis Étienne Pau, le délégué interministériel à la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement, autisme, troubles 10, troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et troubles du développement intellectuel. Bien sûr, ces troubles du neurodéveloppement ne se résument pas à ceux que je viens de citer et finalement, c'est le sujet de tout ce qui vient impacter la trajectoire neurodéveloppementale d'un enfant depuis sa naissance. C'est, je crois, ce que vous allez aborder au cours de cette journée et je souhaitais bien sûr remercier le département qui s'est impliqué pleinement dans l'organisation de cette journée et je souhaitais bien sûr saluer les représentants de l'État à mes côtés, Jean-Philippe Agresti, le recteur, que je salue chaleureusement, tout comme Clara Debord, directrice générale de l'Agence régionale de santé. Je souhaitais vous partager quelques éléments concernant la stratégie nationale et les enjeux autour de la scolarité. Tout d'abord, vous rappeler que nous n'avons cessé d'ouvrir à chaque rentrée scolaire des nouveaux dispositifs pour les enfants concernés par les troubles du neurodéveloppement. Les unités d'enseignement maternel autisme pour des enfants autistes avec des troubles d'intensité modérée à sévère, les unités d'enseignement élémentaire autisme pour ces mêmes enfants à l'école élémentaire. Mais c'est aussi l'autorégulation à l'école que nous déployons de plus en plus et qui permet à des travailleurs sociaux et des professionnels de santé d'intervenir directement dans une classe ordinaire au quotidien auprès d'un collectif d'enfants, qu'ils soient ou non concernés par les troubles du neurodéveloppement.
Ce dispositif que nous soutenons fortement avec Camille Galliard-Minier, ministre délégué en charge du handicap, et Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale, nous montre que finalement, faire grandir les enfants ensemble, c'est sans doute la meilleure façon de tous les faire progresser. C'est ce que montre bien sûr la littérature internationale, que les enfants en situation de handicap au contact des autres enfants progressent plus vite, mais c'est aussi valable dans l'autre sens pour les enfants qui ne sont pas concernés par ces situations de handicap. C'est finalement démontrer que l'apprentissage dans la diversité est un meilleur apprentissage. Cependant, j'ai bien conscience que dans de nombreux établissements scolaires, les réponses ne sont pas encore là. Et nous augmentons à chaque fois la cadence pour essayer de répondre le plus possible aux besoins des enfants, mais ça n'est pas toujours suffisant par endroits et j'en ai pleinement conscience. C'est la raison pour laquelle, aux côtés bien sûr des deux ministres, je continue à penser que nous devons plus de transparence aux familles, aux enfants concernés, sur les différentes orientations médico-sociales qui peuvent leur être proposées, aussi bien à l'école ordinaire que dans des établissements ou services plus spécialisés. Cette transparence sur les admissions au sein de ces établissements et services est globalement un prérequis pour la réussite scolaire des enfants en situation de handicap. Ainsi, je constate parfois trop fréquemment que des enfants en situation de handicap dans des établissements spécialisés seraient en réalité tout à fait en capacité de retourner dans un milieu scolaire plus ordinaire. Et inversement, j'ai pleinement conscience que des situations extrêmement complexes mettant en difficulté tant les enfants que les professionnels peuvent parfois justifier d'un accompagnement plus spécialisé, que ce soit sur un temps court ou un temps plus long, si c'est nécessaire. L'enjeu étant toujours le même, quel que soit l'endroit où l'enfant en situation de handicap est accueilli. Il doit pouvoir progresser dans ses apprentissages scolaires, mais également, bien sûr, dans ses apprentissages sur les aspects de la vie quotidienne, apprendre à faire ses lacets, s'habiller, pouvoir se déplacer en autonomie. Ces sujets-là sont étroitement liés et imposent que l'ensemble des professionnels, à l'école ordinaire comme dans le médico-social, puissent aussi avoir cette vision d'ensemble sur les différents endroits où l'enfant peut être accompagné pour l'aider à progresser. Cela va des plateformes de coordination et d'orientation que l'on porte pour les enfants de 0 à 12 ans, aux centres d'action médico-sociaux, aux centres médico-psychopédagogiques, au CESAD qui intervient aussi parfois à l'école. Les dispositifs sont nombreux, sans doute insuffisamment lisibles, et c'est aussi, j'imagine, un travail pour ces prochains mois. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Plus de lisibilité, plus de pragmatisme dans notre approche, tant sur le volet scolaire que comportemental et éducatif pour ces enfants, avec un seul objectif, s'assurer que l'ensemble des enfants progressent avec le soutien de l'École de la République et bien évidemment que nous puissions mesurer ces progrès et les tracer. Et je crois que c'est fondamental. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Excellente journée à tous. Je serai bien évidemment très attentif au point de sortie de cette très belle journée. À bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Monsieur le directeur académique, Madame la directrice générale de l'ARS, chère Marie-Pierre, Messieurs et Mesdames, en votre titre et fonction, je vous remercie pour cette invitation et puis pour l'organisation de ces très belles journées. Je dirais juste quelques mots peut-être des enjeux de la coopération entre l'éducation nationale et le secteur médico-social à travers quelques principes et puis quelques enjeux. D'abord, en termes de principes, cette coopération, c'est réaffirmer le principe d'un droit inconditionnel à la scolarisation pour tous les élèves. Il n'y a pas d'un côté des enfants de l'éducation nationale et de l'autre côté des enfants du secteur médico-social, mais bien des enfants de la République qui doivent être accompagnés dans leur parcours et en fonction de leurs besoins conjointement par l'éducation nationale et par les services, le secteur médico-social, chacun dans son domaine d'expertise comme ça a été évoqué. En termes de principes et d'enjeux, il y a la simplification des dispositifs et la simplification
de l'accès au droit. Nous sommes dans une évolution en fait qui s'inscrit dans une dynamique historique en réalité. Alors si je fais rapidement cette histoire de l'enseignement spécialisé, on peut dire qu'au départ, avec la création des classes de perfectionnement, nous avions des classes spéciales avec des enseignements spéciaux, c'est-à-dire qui n'étaient pas référés au programme pour des élèves anormaux. Voilà. Et puis nous sommes passés à la classe spécialisée, voyez, toujours ce regroupement un peu ségrégatif des élèves, mais avec des enseignements spécialisés, c'est-à-dire référés quand même au programme, mais on spécialisait l'enseignement pour des élèves qui restaient spéciaux. Et puis, nous sommes passés à l'heure des dispositifs spécialisés. On peut penser aux ULIS, avec l'idée de venir en appui de la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers dans leur classe dite de référence. Mais un dispositif reste malgré tout en partie exclusif parce que parfois et souvent semi-ouvert vers l'école. Eh bien, la prochaine étape, elle devra s'appuyer sur une logique de service au sein et en appui des écoles et des établissements scolaires, c'est-à-dire en appui de la scolarisation des élèves et de l'ensemble de la communauté éducative, y compris des parents. C'est déjà ce que propose l'autorégulation lorsque le modèle est assez abouti et il va se développer prochainement dans le département et c'est bien heureux. Voilà, de fait, en fait, la transformation de l'offre médico-sociale, dont on parle souvent, et la transformation de l'école sont nécessairement liées, sont nécessairement conjointes, et l'une ne peut pas s'exercer, ne peut pas se réaliser sans l'autre. D'ailleurs, on devrait probablement dire la transformation de l'offre médico-sociale et scolaire. En réalité, je crois que ça serait le terme le plus exact. Voilà. Dans les enjeux, il y a à la fois la prise en compte de la spécificité des troubles. C'est une dimension qui est catégorielle, qu'on ne peut pas ignorer, nosographique, parce qu'un élève avec un trouble du spectre de l'autisme a besoin de réponses adaptées à la nature même de son handicap, parce qu'il a des besoins qui sont différents d'un élève qui a des troubles, par exemple, visuels. Voilà. Et ça, être dans cette logique de service, c'est apporter un appui qui peut être aussi compensatoire, parce qu'il est nécessaire en fonction de la typologie des troubles, parce qu'il ne faut pas nier cette approche catégorielle, nosographique, à travers une approche qui se voudrait qu'universelle en réalité. Il y a aussi des besoins qui sont spécifiques et des réponses qui peuvent être spécifiques. Pour autant, ce n'est pas la modalité de scolarisation, c'est-à-dire l'unité, le dispositif qui doit être spécialisé en typologie de troubles, mais plutôt les professionnels qui doivent pouvoir apporter leur expertise dans cette dimension catégorielle, dans cette logique servicielle. D'autant plus que les troubles sont souvent intriqués. C'est-à-dire quelque part, que l'enfant soit autiste, 10, etc., peu lui importe. Lui, ce dont il a besoin, c'est d'avoir des professionnels en face qui connaissent la spécificité de ces troubles et qui puissent avoir cette réponse catégorielle. Mais bien entendu, l'approche qui est à renforcer, à développer, c'est bien celle qui est fondée sur les besoins. C'est une dimension fonctionnelle, car des élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent avoir des besoins effectivement similaires. Donc il est important effectivement de renforcer cette approche par besoin qui, je crois, est chère à nous tous et à l'éducation nationale. Et la place du secteur médico-social, de l'appui médico-social là-dedans, n'est pas de prescrire de la pédagogie, mais c'est d'éclairer en fait l'enseignant sur le fonctionnement même de l'élève, de manière à ce qu'il puisse rendre son enseignement accessible, notamment, y compris, je dirais, à travers la conception universelle des apprentissages. Donc le secteur médico-social constitue en réalité une ressource qui doit contribuer non seulement à l'accompagnement compensatoire des élèves, mais surtout et notamment contribuer à l'accessibilisation de l'environnement pédagogique, qui est une dimension incontournable de la transformation de l'école. Autre point, c'est la dimension de l'intermétier, alors qui a été évoqué. Moi, j'utilise souvent le terme de travailler ensemble plus que de coopération, parce qu'il me semble qu'à un moment, c'est ça qui doit se jouer. Comme je le disais tout à l'heure, monsieur le directeur académique, je disais en fait, un enseignant de CM1 ne dit pas je coopère avec mon collègue de CM2, il dit je travaille avec. Voilà. Et je pense que c'est ça qui doit à un moment viser, c'est-à-dire on a des acteurs qui vont travailler ensemble pour accompagner le parcours des élèves.
Mais l'intermétier, ça signifie aussi, c'est pas simplement de la prestation de service du secteur médico-social à destination de l'école, mais c'est aussi le fait que le secteur médico-social évolue aussi. Parce que parfois, le secteur médico-social reste dans une culture un peu protectrice, historiquement protectrice, parce que cette histoire s'est construite comme ça. Mais l'exigence des programmes, l'exigence des apprentissages de l'école, la conviction de l'éducabilité cognitive de tous les élèves permet également une transformation du secteur médico-social, de la manière dont il aborde l'accompagnement des enfants, et permet aussi une montée en compétence de ce point de vue-là. Autre point, c'est la question de la modularité des formes d'accompagnement. Étienne Pau en a dit quelques mots, mais effectivement, les formes de scolarisation doivent être plus ou moins ancrées dans la classe, on va dire, en fonction des besoins et des évolutions des élèves en matière d'apprentissage académique, mais également en fonction donc, de l'accompagnement spécialisé, des soins médicaux, paramédicaux qui peuvent nécessiter parfois des formes de regroupement, etc., pour pouvoir être efficace et répondre au mieux aux besoins des élèves. La mission, en fait, en tout cas, je crois que l'important, c'est de penser que tout cela s'oppose à une vision assez fixiste de l'individu, où il y aurait des enfants des enfants du secteur médico-social, et puis ceux de l'école, comme je l'évoquais, et puis ceux qui sont dans le secteur médico-social auraient vocation à y rester, comme souvent on a vu, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on rentrait dans un IME, on y restait. On y faisait sa carrière scolaire, on peut dire. Voilà. La mission de l'école est d'instruire, de former et d'éduquer. Et son objectif ultime, en fait, est l'insertion sociale et professionnelle. Et pour atteindre cet objectif, il est parfois nécessaire de prioriser certaines missions, et notamment en s'appuyant sur le secteur médico-social. Parfois, il faut aussi accepter de moins instruire et de plus éduquer pour atteindre l'autonomie sociale et professionnelle. C'est tout cet équilibre, en fait, qu'il faut arriver à trouver dans une modularité de l'accompagnement qu'on peut porter conjointement. Voilà. Et puis un dernier mot pour ne pas être trop long, c'est celui évidemment de la continuité des parcours. L'ancrage territorial doit permettre la mise en place d'une écoute, d'une aide et d'un accompagnement rapide, je crois que c'est ce qui est souhaité par les acteurs, et de proximité, et qui est situé dans la réalité du terrain, dans la réalité professionnelle des différents acteurs. Voilà, je vous remercie. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marie-Pierre parce que je crois que nous avons une urgence après à 10h, donc c'est à vous. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis évidemment ravie d'être parmi vous pour cette journée. Et je souhaitais, au nom du Conseil national consultatif des personnes handicapées, vous partager quelques éléments. Pour démarrer, je profite d'être ici pour excuser l'absence de Jérémy Borrois qui ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui. Il me semble que la tonalité de la journée a été donnée de façon très ambitieuse par les collègues qui sont intervenus préalablement et qui, quelque part, posent cette question: comment aligner les planètes d'univers séparés ? Puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Comment réussir à retravailler les partenariats, la coopération, les logiques collectives d'espaces sociaux et scolaires qui se sont construits pendant des décennies dos à dos, l'une contre l'autre, l'un contre l'autre. C'est bien l'enjeu, me semble-t-il, à la fois de la démarche et de l'approche territoriale que vous avez menée, mais également de l'ensemble des travaux de recherche que vous avez pu porter. Je me permettrai du coup 5 remarques rapides comme autant de fils conducteurs qui invitent à la réflexion ou au partage de réflexion. Le premier fil, c'est la question de l'unification du système éducatif. Il me semble qu'un des enjeux aujourd'hui, on fait souvent référence à la réforme Abi pour parler de l'unification du système éducatif,
parce qu'on a complètement occulté qu'il y avait des élèves ailleurs. L'enjeu devant nous aujourd'hui, c'est d'enfin réussir cette unification du système éducatif au sein de l'école, avec ce principe, cette conviction, ce droit reconnu par les institutions internationales que tous les enfants ont leur place à l'école. Ce qui pose aussi un certain nombre d'horizons collectifs, de fonctionnement en termes d'administration par exemple, et qui pose la question, aujourd'hui, en France, il existe des ministères séparés, des administrations séparées, des dispositifs séparés. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive collectivement à se reposer aussi comme horizon la question d'un ministère unique de l'enfance et de la jeunesse qui permette enfin de construire une approche par les droits des enfants, par le droit à l'éducation. Deuxième fil conducteur que je voulais partager avec vous, c'est celui de l'horizon. Celui de l'horizon, celui des perspectives. On parle d'école inclusive, on parle d'école pour tous. C'est bien de cela dont il s'agit. Comment est-ce que cet horizon inclusif, on arrive à l'habiter, à lui donner du sens, à permettre à chacun d'y trouver son rôle, d'y redéfinir parfois sa fonction, mais en tout cas d'y trouver sa place, en particulier pour les élèves et pour les jeunes. Ce qui signifie effectivement de travailler sur les notions d'intermétier, ce qui signifie effectivement de re-questionner le rattrapage sur l'accessibilité, ce principe fort de la loi de 2005 qu'on a peu à peu oublié au détriment des élèves, des professionnels et d'autres principes également. Comment est-ce qu'on anticipe, on lève ces barrières pédagogiques, organisationnelles, fonctionnelles, ces barrières du quotidien. Et ça signifie effectivement, dans un même mouvement, d'avoir la capacité de transformer à la fois et l'école et le secteur médico-social. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, et ensemble. Et c'est là que tout cela devient évidemment une question épineuse, parce que ça questionne les espaces, les lieux, les territoires, les professionnalités, les rôles et les fonctions. Troisième fil conducteur, il me semble qu'il y a un enjeu à pouvoir lever un certain nombre de malentendus. De quoi parle-t-on quand on parle d'école inclusive ? Juste des élèves en situation de handicap ou de tous les élèves ? Et là aussi, on voit bien qu'il y a un enjeu, notamment en le liant avec la notion de besoin éducatif particulier et cette question de continuum de besoins. Lever les malentendus, c'est évidemment donner du sens à l'école inclusive, c'est aussi pouvoir répondre à des exigences parfois contradictoires du système éducatif, et cela demande aussi de transformer en tant que tel le système éducatif pour permettre la pleine participation de l'ensemble des élèves. Ça demande aussi, en termes de lisibilité, de simplification, de pouvoir s'assurer que cette simplification se fait bien dans une logique de qualité pour l'ensemble des acteurs et pour les élèves. Quatrième fil conducteur que je vous propose, que je vous propose de partager, c'est comment est-ce qu'on va réfléchir les réponses en fonction de quel modèle. Et ce qui est particulièrement intéressant par rapport à la journée que vous organisez, c'est qu'on est bien sur ce sujet-là. Comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on construit des modèles, comment est-ce qu'on le teste en grandeur réelle, comment est-ce qu'on va expérimenter, comment est-ce qu'on s'associe, on crée ce lien science-société qui permet effectivement de pouvoir regarder au plus près, évaluer, transférer. Et c'est bien cette particularité-là qui, me semble-t-il, fait aussi la force du travail que vous avez pu mener sur ce territoire avec l'ensemble des partenaires et des acteurs investis. Enfin, cinquième fil que je vous propose, c'est qu'un des enjeux, c'est de partir de l'école telle qu'elle est, et non pas de l'école telle qu'on la rêve, telle qu'on la pense, telle qu'on la suppose, avec toutes les représentations sociales que nos positionnements, nos postures et nos positions sociales véhiculent forcément. Et donc, ça signifie un vrai travail de mise en commun, de lever en tant que tel des ambiguïtés, de pouvoir réfléchir en tant que tel à cette question de la culture commune qui a été évoquée préalablement. Parce que
si je dis cela aussi, c'est parce que cette journée, elle n'est pas hors contexte. Cette journée aussi, avec la force, les outils qu'elle propose, etc., elle se situe aussi quelque temps avant la conférence nationale du handicap, dont je suppose que la coopération sera probablement discutée, on ne sait pas. Et puis elle se passe aussi cette journée à 1 an des élections présidentielles. On ne peut pas faire comme si ce contexte-là n'existait pas. Parce qu'effectivement, dans le dossier, il commence par l'école inclusive fait consensus. Si seulement. Si seulement. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi un enjeu particulier par rapport à cette journée, c'est de pouvoir mettre en perspective la force du travail des acteurs de terrain, des familles, l'enjeu que représente l'école inclusive pour la cohésion sociale, que cette cohésion sociale, elle se trouve par le partage de l'ensemble de ces expertises, des expertises professionnelles, évidemment, des expertises des élèves, évidemment, des expertises des parents, évidemment. Il me semble que c'est aussi dans cette perspective-là qu'il faut pouvoir positionner ce que tous et toutes nous allons vivre aujourd'hui et ce que tous et toutes nous allons ensuite pouvoir porter au dehors, parce que l'enjeu de la transférabilité, c'est bien aussi de sortir de cette salle et de porter au dehors vis-à-vis de l'ensemble des partenaires, des personnes avec qui on travaille, des personnes avec qui on discute, des collègues, de nos familles, pour dire que l'école inclusive, oui, c'est possible, c'est pas simple, mais c'est complexe. Mais là où on se donne les moyens et l'ambition, on a